Voilà, nous sommes en ligne et il y a déjà la moitié des personnes qui sont connectées. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutaient et à tous ceux qui rejoignent petit à petit cette salle virtuelle. Voilà, c'est très bien. Je laisse juste une petite minute encore, peut-être, pour que tout le monde nous rejoigne. Et puis, nous allons commencer. Voilà. Très bien. Eh bien, bienvenue à tous. Bienvenue au premier jeudi d'Artege. Donc, chaque jeudi à 21h jusqu'à mi-décembre, nous allons accueillir des auteurs conférenciers. Tels que vous aurez donc le docteur Patrick Tellier, l'abbé Grosjean, l'abbé Pierre Amar, le père Jean-Christophe Thibault, le père Michel-Marie Zenotti-Sorkin. Et aujourd'hui, nous accueillons donc Serge Abad-Galardo. Alors, Serge Abad-Galardo, merci d'être avec nous. Vous êtes architecte, ancien haut fonctionnaire territorial, et vous avez passé plus de 20 ans au sein des Loges du droit humain, qui est un ordre maçonnique mixte et international, où vous avez occupé diverses fonctions d'officier, et notamment celle de vénérable maître, et fait partie des hauts grades. Revenus à la foi chrétienne en 2012, vous renoncez définitivement à la fréquentation des loges, à vos risques et périls. Vous témoignez alors de votre foi et révélez au grand jour les véritables pratiques d'une organisation qui cultive méthodiquement le secret. Donc, je vais vous laisser en fait introduire le sujet. Alors, attendez, je regarde. Une personne me dit qu'il y a beaucoup de souffle et de grésillement dans mon micro. Étonnant. Alors, si je le descends un petit peu, hop, peut-être que ce sera mieux. Voilà, c'est toujours les réglages techniques de parfois. Hop, effectivement, je vais le lâcher. Dans le test, pourtant, c'était mieux quand je le tenais. Bon, c'est toujours les derniers réglages techniques en fait de ce type d'événement. Donc justement, pour parler de ce type d'événement, simplement, donc le chat est en mode privé, ce qui signifie que vous, toute personne qui étiez en train de m'écrire des messages, notamment en me disant lâchez votre micro, ce sera plus agréable au son. Très bien, je le lâche. Eh bien, c'est normal que vous ne voyez pas ceux des autres, puisque pour des raisons de confidentialité, c'est uniquement moi et Serge Abad-Galardo, mais principalement moi, en fait, qui vais lire vos messages et qui pourra du coup sélectionner les questions qui reviennent le plus souvent pour les poser dans un deuxième temps, en fait, à Serge Abad-Galardo. Voilà. Deuxième chose importante, ce webinaire est enregistré. Donc, vous qui êtes inscrits, vous pourrez le recevoir totalement gratuitement dans les jours qui viennent, normalement. Et pour ceux qui n'étaient pas inscrits parmi vos amis, nous le proposerons ensuite à la vente. Voilà. Mais en tout cas, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous n'avez pas le temps à un moment de noter une information, eh bien, vous pourrez la retrouver sur le lien d'enregistrement. Voilà, j'en ai fini avec les considérations techniques. Je vais du coup laisser Monsieur Abad-Galardo introduire ce sujet. Donc, voilà. Merci Lucie et bonsoir à toutes et à tous également. Tout d'abord, vous parlez très rapidement de ce 5e ou 6e livre. J'ai un petit peu perdu le compte sur le nombre d'ouvrages que j'ai écrits sur la franc-maçonnerie pour donner une définition au sens large. Bien, tout d'abord, pour présenter ce livre, pourquoi ce titre qui semble un petit peu provocateur de secret maçonnique ou vérité catholique, qui en apparence semble opposer quelque chose de secret à, d'un autre côté, une vérité. Eh bien, tout d'abord, parce que c'est une réalité, les fondements du secret maçonnique, on va les trouver dans une sorte de mythologie, ce qu'on appelle la légende maçonnique, et un certain nombre de textes qui sont du domaine, on va dire, de l'ésotérisme, de l'occultisme. Donc, à contrario, la vérité catholique, elle, repose sur une réalité historique, un fondement historique, et c'est l'Église qui est gardienne de cette vérité révélée par Dieu. Le deuxième point sur ce livre qui me paraît important
à soulever, c'est que je ne suis ni théologien ni philosophe, je suis un témoin avant tout. Et effectivement, comme vous l'avez entendu, j'ai passé 24 années au sein des loges maçonniques, enfin d'une obédience en particulier, et j'ai retrouvé la foi. Quand je dis retrouver, ce n'est pas un euphémisme. J'étais à l'époque complètement athée, voire matérialiste. Et donc, il m'a semblé important de parler de mon trouble lorsque j'ai retrouvé la foi. Ce trouble étant dû au choc que j'ai ressenti entre ma foi, d'un côté, et la doctrine et l'enseignement maçonnique de l'autre. Il est important également de souligner que, comme tout témoignage, il peut comporter une part de subjectivité, et pour éviter cette difficulté, eh bien, je confirme tout ce que j'ai découvert en franc-maçonnerie et que je dévoile par des extraits authentiques de rituels maçonniques, voire de livres de doctrine maçonnique. Je peux, pour ceux qui le souhaitent, donner toutes les sources que je vais citer ce soir et que je cite également dans mes livres. On peut me contacter par Facebook sans aucun problème. Il y a d'ailleurs des francs-maçons qui me contactent, avec lesquels les discussions sont parfois cordiales, parfois un petit peu moins. Bien. Et le troisième et dernier point, c'est que cet ouvrage s'articule en deux grandes parties. La première partie montre l'importance que va revêtir le serment et la quantité de serments que l'on donne, qu'on est obligé de donner à l'ordre lorsqu'on pratique la franc-maçonnerie. Je montre également comment la franc-maçonnerie, à travers ses rituels, fait passer le candidat, donc qui est profane et qui ensuite devient franc-maçon par l'initiation, puis qui suit son parcours avec tous les grades que l'on connaît, apprenti, compagnon, maître, etc., s'il va dans les hauts grades. Eh bien, on va voir que la franc-maçonnerie fait passer du serment à une sorte d'alliance avec l'ordre, entre donc le franc-maçon et l'ordre. Et puis ensuite, notamment dans les hauts grades, le franc-maçon passera de cette alliance à une sorte de pacte. Un pacte, un engagement, c'est un engagement unilatéral, hein, comme selon la définition du pacte. Je parle également dans cet ouvrage du prix à payer en cas de violation des serments. Et la seconde partie de cet ouvrage est consacrée aux différents aspects du secret maçonnique jusqu'au secret ultime. Voilà très globalement, très rapidement, comment est articulé cet ouvrage et quel est son contenu. Merci. Alors, je vais commencer par vous poser une série de questions. Alors, déjà, une question qui peut paraître simple, mais pourquoi devient-on franc-maçon? Alors oui, pourquoi et comment je vais le dire très très rapidement. Il y a deux manières. Soit on peut écrire à l'ordre national et demander une affiliation, mais c'est une procédure assez longue. Soit on est contacté par un proche dont on ne soupçonne même pas l'appartenance à la franc-maçonnerie, qui est une relation de travail, relation de sport ou amicale. Voilà, en ce qui me concerne, c'était une relation amicale. Alors, pourquoi est-ce qu'on devient franc-maçon? C'est vrai que c'est une question qui mérite d'être posée, parce qu'après tout, pourquoi se tourner vers la franc-maçonnerie plutôt que vers une autre instance ou ordre? Eh bien, j'ai identifié, en observant les francs-maçons que j'ai pu croiser et en regardant mon propre parcours, j'ai identifié trois sources en quelque sorte. La première, c'est pour certains la volonté ou l'idée qu'on peut se créer un réseau amical, professionnel, voire politique. Et ça n'est pas non plus une vue de l'esprit, ça existe. Ça n'est pas la majorité des francs-maçons que j'ai croisés, mais il est vrai que faire partie de la franc-maçonnerie peut aider dans une progression professionnelle. Par exemple, j'ai obtenu un poste de direction départementale sans avoir eu le moindre entretien professionnel, ce que je ne m'expliquais pas
lorsque j'ai reçu ma lettre d'embauche et quand j'ai rencontré le président de l'organisme qui m'avait embauché. Évidemment, entrant dans le bureau, je dis bonjour, monsieur le président, et lui me serre la main et me fait le signe maçonnique des maîtres. Donc, j'ai compris, et dès lors, nous nous sommes tutoyés. J'ai compris pourquoi on m'avait embauché, puisque d'autant plus que, regardant les candidatures qui étaient concurrentes par la suite, j'ai vu qu'il y avait des gens qui auraient mérité le poste certainement mieux que moi. Mais moi, j'étais franc-maçon. La deuxième raison pour laquelle on peut devenir franc-maçon, c'est parce qu'on pense certaines fois, à juste titre, en rentrant dans certaines obédiences, par exemple, comme le Grand Orient de France ou la Grande Loge féminine de France, participer au développement d'une utopie sociale progressiste, à faire ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale et bouleverser les fondements de la société que nous connaissons de manière traditionnelle. Et de moins en moins, je dirais, depuis le 19e siècle et probablement depuis la Révolution française. La troisième raison, c'est celle qui me concerne personnellement. Un certain nombre de personnes cherchent des réponses à des préoccupations existentielles. Alors, ces personnes-là, dont j'ai fait partie, sont en quête de connaissances avec un C majuscule ou de la rencontre du secret maçonnique avec un S majuscule également, ce qui, bien entendu, comprend un certain attrait pour l'ésotérisme et l'occultisme. Je prendrai une citation d'une réflexion maçonnique. Alors, on appelle une réflexion maçonnique une planche, hein, pour les gens qui sont entre guillemets profanes. On appelle ça une planche. Je cite, « Le but de la franc-maçonnerie, quel est-il? Une quête métaphysique. Les francs-maçons s'interrogent sur le sens de la vie. » Eh bien, cette dernière préoccupation va englober les deux autres, parce que finalement, on s'aperçoit que tout engagement dans la société, qu'il soit professionnel, politique ou amical, finalement repose sur des convictions au moins philosophiques, si ce n'est métaphysiques. Merci. Donc peut-être une deuxième question. La plupart des gens qui entrent en maçonnerie ignorent tout des degrés supérieurs et n'y voient qu'une amicale fraternelle. Est-ce que c'est un problème et y a-t-il un danger dans cette ignorance? Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'écris et je donne des conférences. Je ne fais pas ça pour faire du tort aux francs-maçons ou à la franc-maçonnerie. Je distingue bien la doctrine des personnes et je considère que les francs-maçons sont des gens avec qui nous devons parler. Nous devons en particulier, nous catholiques, leur annoncer l'amour de Dieu et la tendresse de Marie. Mais il est vrai que il y a un danger pour le salut de l'âme à entrer en franc-maçonnerie. Je le dis sans vouloir faire de tort à personne, sans vouloir choquer qui que ce soit. Mais le premier danger, c'est que beaucoup de personnes qui entrent en franc-maçonnerie dès lors que le secret existe, donc c'est là une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, pour divulguer un certain nombre de choses, eh bien ces gens, dès lors qu'ils ignorent ce dont il s'agit lorsqu'on parle de franc-maçonnerie, entrent un peu à l'aveugle et se fient à ce qu'ils ont pu lire ou surtout ce qu'on a pu leur dire et qui ne recouvre pas la réalité. Le danger, c'est qu'on peut se retrouver en face ou prisonnier de stratégies philosophiques, religieuses, voire politiques, dont on ignore les objectifs véritables. Un exemple sur le plan de la religion, de la foi, il y a des phrases qui peuvent éventuellement prêter à confusion et qui sont là d'ailleurs pour cette raison, parce que la doctrine maçonnique est une véritable duplicité. Dans certains rituels, on entend, dans de nombreux rituels d'ailleurs, on entend des phrases qui sont en cohérence avec les évangiles. Par exemple, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En ce qui me concerne, j'ai entendu ces phrases lors de mon initiation et ça m'a évidemment rassuré. Mais bien plus tard, on va s'apercevoir que la franc-maçonnerie glorifie le serpent, la transgression, et qu'elle honore Lucifer. Alors, ça n'est pas évident, bien entendu. Il n'y a pas de messe noire en franc-maçonnerie, et bien des francs-maçons ignorent cet aspect. Le deuxième danger, c'est que
il y a en franc-maçonnerie une sorte de psychologie de groupe qui pousse à se conformer à la pensée dominante, c'est-à-dire le relativisme et l'utopie progressiste. Je peux témoigner que les personnes qui ne s'y conforment pas vraiment ont des difficultés à progresser sur le plan de l'acquisition de postes d'officiers ou de grades supérieurs. Le troisième et dernier danger, et ça n'est pas le moindre, au contraire, c'est même, à mon avis, le principal, c'est que en rentrant en franc-maçonnerie, eh bien, on entre dans une religion, on adhère à une religion nouvelle qui, contrairement à ce que la franc-maçonnerie affirme, possède ses propres dogmes. Et je le démontre sans difficulté. Évidemment, ces dogmes maçonniques sont contraires aux dogmes de l'Église. Je cite un auteur très reconnu de doctrine maçonnique. Reste à savoir si la franc-maçonnerie est oui ou non une religion. Ayons le courage de nous dire religieux et de nous affirmer apôtres d'une religion plus sainte que toutes les autres. Propageons la religion de la République. En nous assimilant l'enseignement de la maçonnerie, nous sommes appelés à exercer chacun en notre sphère une prêtrise. C'est très clair. Malgré cela, de nombreux francs-maçons et surtout des dignitaires persistent à dire dans leur déclaration officielle que la franc-maçonnerie n'est pas une religion. Mais on verra pourquoi lorsqu'on en arrivera à parler de politique, par exemple. Deuxième point, les constitutions d'Anderson, qui sont l'acte fondateur, c'est un petit peu l'évangile de la franc-maçonnerie, si je peux me permettre cette comparaison, bien que ça n'est pas tout à fait le même type de témoignage. C'est un texte écrit de toutes pièces. Alors, ces constitutions qui sont l'acte fondateur de la franc-maçonnerie, qui ont été rédigées en 1723, dans leur article premier, précise, je cite, « Il est cependant considéré comme plus expédient de soumettre les francs-maçons à cette religion que tous les hommes acceptent, quelles que soient les croyances qui puissent les distinguer. » Alors, deux remarques là-dessus. Le terme de religion est bien employé, non pas par Serge Abad-Gallardo, mais par les constituants de la franc-maçonnerie. Et deuxièmement, quelles que soient les croyances qui puissent se distinguer. C'est-à-dire qu'il y a en franc-maçonnerie une sorte de hiérarchie, la franc-maçonnerie étant la vérité ultime ou détentrice de cette vérité ultime, et les religions n'étant qu'un substrat, plutôt un ersatz de croyance et non pas de foi. Dernier point, Albert Pike, franc-maçon très connu, illustrissime puisqu'il était 33e degré, qui parle dans son livre Morals and Dogmas, la religion maçonnique porte une doctrine. Voilà. Bon, ce sont les francs-maçons eux-mêmes qui le disent, et pas les moines. Dernier point, les spécialistes des sciences de religion retiennent un faisceau de 5 indices pour préciser que nous sommes en présence d'une religion. Premier indice, l'existence de rites. Il y en a en franc-maçonnerie, de cérémonies, un idéal ou une croyance ou des croyances communes. Ça existe également en franc-maçonnerie. Pour les obédiences déistes, c'est le grand architecte de l'univers. Pour les obédiences qui se disent laïques, c'est le progrès de l'humanité. Donc, il y a bien une croyance ou un idéal qui est commun à l'ensemble des adeptes. L'existence d'adeptes, justement, donc seuls les initiés sont admis en loge, c'est bien le cas, et un lien régulier entre les adeptes, on appelle ça des tenues maçonniques, donc ce sont des cérémonies qui ont lieu 2 fois par mois, et la présence à ces cérémonies est obligatoire. Donc, on voit bien que les 5 critères sont remplis, ce qui me fait dire que on est bien en présence d'une religion. Et c'est ainsi qu'en entrant en franc-maçonnerie, je fais une distinction pour la commodité de l'exposé. Eh bien, soit on entre dans une obédience déiste, telle que la Grande Loge nationale française, et à ce moment-là, on va pratiquer une sorte de néo-gnosticisme dont je rappellerai que l'Église le condamne comme hérétique. Le gnosticisme est une hérésie aux yeux de l'Église. Et soit on entre dans une obédience dite laïque, telle que le Grand Orient de France, mais si on peut y pratiquer une religion républicaine, en fait, dans ce cas plus précisément que dans l'autre, mais dans les deux c'est également le cas, on va pratiquer une sorte de relativisme religieux, et de toute manière, les deux catégories, laïques et déistes, sont imprégnées de gnosticisme, de relativisme, et l'aspect luciférien s'y trouvera. Oui, j'aurais des questions sur le sujet déjà. Il y a pas mal de personnes qui me les ont posées. Simplement, vous parlez du secret maçonnique avec un grand S. En quoi consiste-t-il? Comment est-il entretenu? Qui y accède?
Alors, le secret maçonnique est délivré en quelque sorte, il n'est pas donné directement, mais on vous propose régulièrement, au fur et à mesure de l'augmentation de grade, qui va, je le rappelle, selon les rites, hein, du grade premier d'apprenti au 99e pour Memphis Misraïm, ou au 33e pour le rite écossais ancien accepté, ou 4e degré pour d'autres rites. Bien, en fait, il y a toujours ce qu'on appelle les loges bleues et les hauts grades. Eh bien, au fur et à mesure de la progression, on propose à votre connaissance des symboles et des enseignements que vous allez trouver dans des livres, dans des exposés, dans des échanges avec d'autres francs-maçons. Et au fur et à mesure de cette progression, on découvre de nouveaux secrets. Alors, ça, c'est pour la partie, je dirais, doctrinale. Mais il y a ensuite des secrets qui n'apparaissent qu'entre les lignes. Et pour les connaître, il faut chercher d'ailleurs à comprendre ce qui est dit derrière certaines expressions. Et bien entendu, pouvoir accéder au minimum au grade de maître, voire au plus haut grade. J'explique par exemple dans le livre que l'un des secrets de la franc-maçonnerie, dont elle se garde bien de parler, s'exprimera, et c'est à mon avis le secret ultime, au 30e degré, où on voit clairement dans le rituel, donc là non plus, ça n'est pas une invention de ma part, on voit clairement dans le rituel que la franc-maçonnerie est en lutte secrète, implicite, contre les pouvoirs monarchiques et contre le pouvoir de l'Église, c'est-à-dire contre la doctrine de l'Église. L'objectif de la franc-maçonnerie n'est pas autre que celui de détruire toutes les religions, en particulier la religion catholique, puisque c'est la religion culturelle, je dirais, occidentale, et c'est là qu'est née la franc-maçonnerie, pour lui substituer une religion maçonnique mondialiste. Voilà très rapidement le point ultime du secret, mais il y en a bien d'autres. C'est vrai que une personne me dit finalement pourquoi une telle opacité? Pourquoi les francs-maçons ont-ils? Est-ce que les francs-maçons auraient-ils peur de se proclamer francs-maçons? Alors là, vous posez la question du secret d'appartenance. Eh bien, ce secret d'appartenance, il rejoint les 3 points que j'ai développés en introduction sur les raisons pour lesquelles on est franc-maçon. Sur la question du réseau, par exemple, j'avais posé la question lorsque j'étais jeune apprenti. On m'avait dit il faut surtout ne pas dévoiler l'appartenance des autres. Mais tu es libre de dévoiler ta propre appartenance. Toutefois, c'est déconseillé. Alors, pourquoi est-ce que c'est déconseillé? Tout simplement, cet homme qui était à l'époque le second surveillant, donc chargé de l'enseignement aux apprentis dont je faisais partie, m'a expliqué qu'à l'époque, ayant moi-même un poste important dans l'administration, il était peut-être amené lui-même un jour à déposer un permis, et que si tout le monde savait que j'étais et qu'il était franc-maçon, eh bien, je ne pourrais pas l'aider si son dossier comportait une petite irrégularité, entre autres peut-être même une grosse. Hein. Voilà. Donc, il y a cet aspect qui fait que parfois, dans certaines réunions, on trouve des appuis là où les autres ne peuvent pas les imaginer parce qu'on est entre francs-maçons. Il y a également l'aspect ésotérique qui me paraît largement surévalué dans la mesure où les dignitaires vont vous dire que le secret fait partie de la démarche, de la connaissance, et que ce secret a une portée occulte, parce que toute la démarche de la franc-maçonnerie vous pousse à chercher l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire dans le secret de vous-même. Voilà. C'est une explication qui me paraît un petit peu boiteuse. Et je pense que le 3e point, c'est celui de la participation à une utopie progressiste. Eh bien, lorsqu'on est dans le secret et qu'on ne divulgue pas sa qualité de franc-maçon, on peut beaucoup plus facilement agir au sein des instances politiques. Il y a au sein du Parlement de nombreux francs-maçons, personne ne le sait, et je connais leur manière d'agir, comme je connais la manière d'agir dans des collectivités territoriales, des élus qui sont eux-mêmes francs-maçons. Toutes couleurs politiques confondues. Merci. Une personne me dit je ressens une certaine confusion dans la définition. Vous avez parlé d'instance, d'ordre et maintenant de religion. Est-ce qu'on peut parler aussi de secte?
Alors c'est une définition extrêmement sensible. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de définition dans le droit français de ce qu'est une secte. Par étymologie, une secte, c'est quelque chose qui vous coupe de vos racines, de vos proches. Bon, c'est vrai que la franc-maçonnerie peut avoir par certains aspects l'allure d'une secte dans la mesure où on vous demande de ne pas donner le détail des rituels ni les secrets maçonniques à votre propre famille, qui bien entendu sait que vous êtes franc-maçon, mais on vous demande de ne pas divulguer. Donc sur cet aspect-là, peut-être. En ce qui me concerne, je me refuse à employer ce qualificatif parce que il y a un organisme en France qui s'appelle la Miviludes, qui est chargé de protéger les personnes contre les dérives sectaires. À ma connaissance, la Miviludes n'a pas classé la franc-maçonnerie parmi les sectes, mais je dois dire quand même que la Miviludes est passablement infiltrée par la franc-maçonnerie. J'en veux pour preuve une de ses anciennes présidentes, elle-même franc-maçonne, venue faire un exposé sur la Miviludes à Carcassonne dans une loge du droit humain. Et j'étais allé, avec d'autres francs-maçons de la loge à laquelle j'appartenais, assister à cette conférence. Voilà, donc vous avez une réponse en forme maçonnique. Merci. Des questions sur la catholicité. Est-il interdit pour un catholique d'être franc-maçon? Et sachant qu'il y a, et on me l'a signalé, des loges qui croient en Dieu, ou en tout cas on vous dit que c'est pas incompatible. Il existe même des loges chrétiennes. Est-ce qu'elles ne sont pas plus accessibles? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut être catholique et franc-maçon finalement? Alors, le premier point, c'est que la franc-maçonnerie tient un double langage. Pour les profanes, elle dira régulièrement qu'il n'est pas incompatible d'être franc-maçon et catholique. Si on est dans une loge laïque, la laïcité elle-même garantit la liberté de conscience. Je dirais que c'est faux, puisque j'ai entendu régulièrement des commentaires extrêmement désobligeants sur l'Église catholique. Soit on est face à une obédience qui se dit déiste, et on va s'apercevoir en fait que ces obédiences déistes ne sont pas plus compatibles que les autres avec la foi catholique, et elles me paraissent fonctionner un petit peu comme un cheval de Troie pour attirer les catholiques vers la franc-maçonnerie afin de les amener vers l'apostasie. Alors, sur l'incompatibilité, il y a plusieurs choses à dire. La première, je ne vais pas reprendre toutes les déclarations papales, mais il y en a deux qui sont très importantes. La première, le 28 avril 1738, le pape Clément XII publia la première bulle par laquelle il condamnait cette double appartenance, et il déclara cette bulle perpétuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même, l'incompatibilité persiste à s'appliquer. Le dernier texte que le Vatican a publié est le décret du 26 novembre 1983, qui a été explicité par une déclaration de 1984, laquelle a été publiée dans l'Osservatore Romano. Voilà ce que dit cette déclaration d'explicitation. Alors, premièrement, le décret persiste, on ne peut pas être franc-maçon et catholique, parce que celui qui est franc-maçon tout en étant catholique s'exclut lui-même de la communion parce qu'il est en péché grave, en situation de péché grave. L'explicitation précise un point extrêmement important, parce que justement les obédiences déistes persistent à vouloir faire croire à ce mensonge qu'on peut être franc-maçon et catholique. Eh bien, l'Église répond par la négative. Je cite: cette disposition, c'est-à-dire l'impossibilité d'être les deux, indique que malgré la différence qui peut subsister entre les obédiences maçonniques, en particulier dans leur attitude envers l'Église, le siège apostolique qui constate certains principes communs, qui appellent une appréciation identique de la part de toutes les autorités ecclésiastiques. En d'autres termes, que l'on soit en face d'une obédience laïque ou d'une obédience déiste, eh bien, il y a incompatibilité si on est catholique à être franc-maçon dans le même temps. La franc-maçonnerie elle-même, dans des déclarations qu'il faut bien entendu aller chercher, parce que les dignitaires ne les dévoilent pas comme ça à la télévision, vous le comprendrez bien, sinon ils n'auraient plus de clients. Eh bien, la franc-maçonnerie confirme cette incompatibilité. Alors, je cite le grand maître d'une obédience qui se définit pourtant comme déiste, donc
fait partie de la catégorie à laquelle vous faisiez allusion, celle qui prétendument pourrait permettre à un catholique d'intégrer la franc-maçonnerie. Je cite, « La civilisation catholique ne comprenait pas la liberté comme la civilisation maçonnique. Il n'y a pas de conciliation possible entre des principes aussi opposés. Il faudra bien que l'une ou l'autre civilisation disparaisse. » Il y a d'autres, bien entendu, citations. On n'a pas le temps de les donner. Je n'ai pas le temps non plus d'expliciter tous les points qui sont en contradiction au sein de la franc-maçonnerie avec la doctrine de l'Église. Mais il y en a un que je voudrais citer qui est important puisque vous parlez d'obédience déiste. Alors, on pourrait croire, par exemple, que le terme de déiste peut s'appliquer à quelqu'un qui croit en Dieu. Et c'est vrai que la GLNF, la Grande Loge nationale française, ne reçoit pas en loge, ne refuse d'initier même, hein, bien sûr, des personnes qui ne croient pas en Dieu. Alors, ça pourrait nous plaire à nous, catholiques, mais il faut regarder entre les lignes. Je cite le grand maître de la Grande Loge nationale française, tout de même, c'est pas le premier venu. Eh bien, que dit-il cet homme-là? Au nombre des dispositions de notre règle, la croyance non dogmatique en Dieu, grand architecte de l'univers. Alors, quand on lit cette phrase rapidement, on se dit finalement, je suis catholique, je peux rentrer dans cette obédience. Non, faux, archi faux. Pourquoi? Parce que vous tous et vous toutes qui êtes catholiques, pouvez-vous croire en Dieu de manière non dogmatique? La réponse est non. En ce qui me concerne, je ne peux pas croire en Dieu en abandonnant le dogme de la Trinité, par exemple. Ça n'est pas possible. Et on s'aperçoit en fait que la franc-maçonnerie, notamment la franc-maçonnerie déiste, va appeler Dieu le grand architecte de l'univers, qui est un Dieu protéiforme, une sorte de force cosmique qui n'a absolument rien à voir avec le Dieu qui s'est révélé et qui est venu mourir sur la croix pour nous sauver. Le fameux Dieu des philosophes et des savants. Alors, pour autant, est-ce qu'il y a des francs-maçons dans l'Église? Et est-ce qu'il y a des prêtres et des évêques qui sont francs-maçons? C'est une rumeur qu'on entend souvent. Alors là aussi, c'est une question difficile parce que j'ai pour habitude de ne pas divulguer de nom, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de chasse aux sorcières. Néanmoins, il y a deux choses qu'il faut quand même dire sur cette question-là. Il faut se méfier de ce qu'on appelle l'intoxication. Vous savez que Staline a subi une intoxication très forte de la part de la CIA et a procédé à une purge parce que la CIA lui a fait croire que les traîtres étaient au plus près de son staff de direction de gouvernement. Bien, donc il faut peut-être pas céder aux mêmes défauts et penser que les francs-maçons sont partout au sein de l'Église dès qu'on s'aperçoit qu'il y a une phrase de telle ou telle ou quelque chose qui nous déplaît dans l'attitude des prélats. Bon, parce que c'est dangereux. Je rappelle que un des noms du diable, c'est le diviseur, et notre Église doit rester unie malgré tout. Donc on doit être dans l'obéissance lorsque on est face à l'énonciation du dogme et à l'infaillibilité, par exemple. Le deuxième point, c'est que il y a effectivement des prêtres, voire des prélats qui sont francs-maçons. Ils sont extrêmement minoritaires. En 24 années, je n'en ai pas rencontré un seul. J'ai des témoignages indirects de personnes qui ont rencontré des prêtres leur avouant qu'ils étaient, par exemple, dans la Grande Loge nationale de France. Et ces gens-là se sont donc laissés piéger par certains discours lénifiants et n'ont pas vu le piège. Bon, il y a d'autres prêtres peut-être qui sont rentrés en franc-maçonnerie par curiosité. Là, j'ai un exemple qui procède d'un témoignage historique. Mais encore une fois, s'il y en a, ils sont extrêmement peu nombreux et je pense qu'on les reconnaît rapidement. Merci. Justement, c'est une question qui m'a été posée. En fait, en tant que profane, comment est-ce que l'on peut reconnaître un franc-maçon? Est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas? Et on m'a demandé aussi si vous pouviez expliquer ces gestes de salutation maçonnique. Alors, je précise que dans votre livre, il y a des schémas de poignées en fonction de comment les personnes, en fonction de leur grade, se serrent la main. Je veux bien essayer de le montrer là. Mais voilà, il y a des schémas comme ça.
Mais en tout cas, voilà. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? En tant que profane, comment est-ce qu'on peut reconnaître un franc-maçon? Est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas? Et... Alors, un profane aura énormément de difficultés à reconnaître un franc-maçon. Un franc-maçon, par contre, va reconnaître un frère ou une sœur assez facilement, à sa manière d'être en réunion, en groupe. Tout à l'heure, je lisais le discours d'un homme politique, enfin une déclaration d'un homme politique, dont je suis persuadé qu'il est franc-maçon. Voilà, dans le contenu de son discours, certains termes, certaines attitudes, un certain vocabulaire me laissent penser qu'il est franc-maçon. J'ai entendu, par exemple, un député apostropher Christiane Taubira à l'époque où elle était ministre, lorsqu'elle a fait voter la loi sur le mariage pour tous, enfin, dénommée loi pour le mariage pour tous, dont on sait exactement ce qu'elle recouvrait. Eh bien, ce député lui a dit verbalement, avec une voix très audible, bravo Madame la Ministre, aujourd'hui vous avez apporté votre pierre à l'édifice. Je précise que Christiane Taubira est franc-maçonne, et lui, certainement aussi. Voilà, apporter sa pierre à l'édifice, c'était un terme qui est entré aujourd'hui dans le langage commun, mais qui est un terme, une expression maçonnique. Alors, il y a des expressions comme ça, on connaît, enfin, peut-être pas tous, mais lorsque des francs-maçons sont ensemble et qu'un profane arrive, l'un des deux va dire il pleut. Alors, il ne le dira pas, évidemment, si le ciel est radieux, hein, mais il utilisera une expression un peu déguisée, il dira à son compère là, j'ai pris la météo, je pense qu'il ne va pas tarder à pleuvoir. Et l'autre comprendra tout de suite que la personne qui s'approche est un profane et qu'il faut cesser toute discussion ésotérique. Donc, il est difficile pour un profane de reconnaître un franc-maçon, très, très honnêtement. Est-ce que dans les signes de salutation, parce que vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'il y a des signes de salutation? Peut-être, je ne sais pas si vous pouvez les montrer un peu devant la caméra. Alors, en fait, le seul signe, j'en montre plusieurs dans le livre, mais il faut savoir que les deux signes que je montre d'apprenti et de compagnon sont des signes qui sont destinés aux francs-maçons pour reconnaître qu'une personne qui se dit apprenti ou compagnon possède bien ce grade et qu'elle n'a pas un grade supérieur. Le seul signe qui soit admis, c'est le signe de maître. C'est une poignée maçonnique et qui permet d'abord au maître, aux francs-maçons de se reconnaître, et qui n'est autorisé qu'au maître, justement. Les compagnons et les apprentis n'ont pas le droit de se dévoiler comme tels. Alors, je le fais à l'envers, c'est un petit peu difficile, mais il s'agit pour la poignée de main avec l'index, d'appuyer à l'intérieur du poignet de l'autre personne. Mais pour plus de détails et pour voir les choses à l'endroit et non pas à l'envers comme je les ai montrées, il suffira de se reporter aux photographies que je montre dans les annexes de mon livre. Il y a aussi d'autres signes qu'on peut faire plus discrètement. Je vais essayer de le faire ici à l'écran et qu'on retrouvera aussi dans les annexes du livre. Le signe de l'apprenti, par exemple, c'est ce signe-là, comme un égorgement. Eh bien, on peut le faire de manière très, très discrète. Par exemple, je pose ma main ici, je fais ça, et puis je fais le geste de me gratter et je pose ma main. Un franc-maçon aura compris que je ne me grattais pas ni une épaule ni l'autre, mais que je faisais un signe pour faire croire, enfin comprendre aux autres que je suis franc-maçon. Voilà. Donc entre francs-maçons, il y a des façons de, il y a des comment dire, il y a des phrases également. Je peux dire dans une conversation, si je voulais savoir si vous appartenez ou pas à la franc-maçonnerie, je pourrais dire dans la conversation, écoutez, j'espère que mon élocution est suffisamment audible, articulée, parce que je suis très fatigué. Voyez-vous, hier soir, j'ai travaillé tard, je me couche régulièrement parce que je me couche régulièrement tard parce que je travaille toujours de midi à minuit et donc c'est épuisant à la longue. Vous voyez, dans la phrase, là, il y a personne ne s'est rendu compte de rien, mais travailler de midi à minuit est une expression maçonnique. Oui. Et donc, si vous entendez ça et que vous êtes franc-maçonne, vous me répondez, ah ben moi aussi, d'ailleurs, je connais l'acacia, ou j'ai chez moi, j'ai planté un acacia, voilà. L'acacia est l'arbre du maître, voilà. D'accord. Oui, c'est... C'est très subtil, hein, un double langage, comme les mensonges maçonniques d'ailleurs.
D'accord, merci. Est-ce que, alors, on entend, alors bon, je vais poser une question qui revient très souvent, c'est est-ce que ça a été facile pour vous de quitter la franc-maçonnerie? Est-ce que vous êtes menacé par votre ancienne loge? Quel genre de péril est-ce que vous avez pu encourir? Voilà. Est-ce que vous avez des ennuis pour ce que vous dites aussi? Quitter la franc-maçonnerie est très simple sur un plan administratif. Alors, je décris d'abord la procédure administrative. Vous verrez qu'elle est simplissime. Il suffit d'envoyer une lettre au vénérable maître et de lui dire sa propre décision de démissionner. Donc, le vénérable maître vous envoie 2-3 maîtres. Si vous êtes dans les hauts grades, comme c'était mon cas, il m'a envoyé deux membres des hauts grades. Et ces personnes vont, sous prétexte de vérifier si votre décision est fondée et définitive, d'une certaine manière quand même essayer de vous retenir au sein de la franc-maçonnerie. En ce qui me concerne, j'avais dit que je quittais la franc-maçonnerie parce que j'avais retrouvé la foi et que les deux chemins me paraissaient complètement incompatibles. Eh bien, il y a deux personnes des hauts grades, fort sympathiques d'ailleurs, des gens charmants, qui m'ont donné rendez-vous. On est allé boire une tasse de thé dans un petit salon et une des deux m'a dit « Mais Serge, tu me dis que tu crois, mais tu sais, tu ne l'ignores pas certainement, au 18e degré, tu vas rencontrer le Christ. » Et fort heureusement, j'avais quand même un petit peu de documentation sur ce grade que je n'avais pas encore. Et je lui ai répondu « Mais il ne s'agit pas du même Christ. La franc-maçonnerie considère Jésus comme un prophète, un sage, voire un initié. Pour moi, c'est Dieu, fils de Dieu. » Voilà, la conversation s'est interrompue puisque l'argument ne tenait plus. Voilà, donc c'est assez simple. Si vous avez une conviction ferme de démission, que vous savez pourquoi vous allez quitter, eh bien vous partez sans difficulté. C'est ensuite que les choses se compliquent. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous restez longtemps en franc-maçonnerie, si vous y restez 2-3 ans, ça n'est pas gênant. Mais quand vous y restez comme moi 24 ans, eh bien vous finissez par ne fréquenter que des francs-maçons. Pour la bonne raison que entre francs-maçons, on parle de franc-maçonnerie. Parce que ça devient presque une obsession, on est obsédé par le rituel, par l'ésotérisme, et donc il est malvenu que dans des repas où on invite des frères et des sœurs, eh bien, il y ait des profanes, parce qu'on est obligé de dire qu'il y a des profanes pour que les gens ne se dévoilent pas, et donc on finit par ne fréquenter que des francs-maçons. Donc tous vos amis sont francs-maçons, c'est ce qui m'est arrivé. Alors effectivement, vous avez autour de vous énormément de gens. Par exemple, lorsque je voyageais, si j'allais à Nantes, où je ne connaissais personne, il suffisait que j'aille dans la loge du droit humain ou du Orient, ou même une autre, en me faisant communiquer l'adresse, et le jour où se tenait une cérémonie, donc une tenue maçonnique, et donc je participais à cette soirée et je rencontrais plein de gens. Lors du prochain voyage, j'avais forcément des contacts. Bien là, lorsque vous quittez la franc-maçonnerie, tous vos amis, vous les perdez. Voilà. Alors, il ne vous faut pas de méchanceté, mais je vous avoue très franchement que des gens avec qui je partais en vacances, que j'invitais régulièrement, qui m'invitaient chez eux comme un ami intime, eh bien, tournent la tête lorsqu'ils me croisent dans les rues de Narbonne. Voilà. Bon, moi, je prie pour eux, hein, ce n'est pas grave. Je ne leur en veux pas, mais sachez que plus vous restez longtemps en franc-maçonnerie et plus vous vous retrouvez seul lorsque vous quittez l'ordre. Oui. Mais vous n'avez pas eu de menace en fait physique sur votre vie? Ça a été. Alors, j'explique dans le livre qu'il existe dans les rituels des menaces physiques, des menaces pouvant conduire à la mort. Lorsque, par exemple, à l'initiation, vous voyez un certain nombre d'épées pointées en direction de votre cœur, c'est inquiétant. Et vous verrez à quel point le langage maçonnique est à double sens, puisque on vous dit régulièrement que ça n'est qu'un signe d'entraide. Ces épées sont là pour vous aider. Mais quand vous regardez bien les rituels, je paraphrase le texte, ces épées sont le signe de l'entraide et de la punition. Vous voyez, donc il y a bien effectivement une dimension punitive lorsque vous partez. Alors généralement, elle ne s'exerce pas, en tout cas pas physiquement. Cela étant, si vous écrivez comme je l'ai fait, si vous faites des conférences comme je le fais, et qu'en plus
vous dévoilez le secret de la franc-maçonnerie qui consiste à cacher cette question de l'incompatibilité, eh bien, vous leur faites du tort. Alors, effectivement, j'ai eu non pas des menaces directes, je n'en ai jamais eu, il faut être honnête, mais j'ai eu des menaces indirectes. Des personnes m'ont rapporté que certains voulaient me causer des ennuis. J'ai eu des insultes directes par voie de presse. Bon, je vais faire un point sur ma situation actuelle. Comme vous le disiez, je suis haut fonctionnaire. J'avais une vie bien établie. Aujourd'hui, je suis un des rares hauts fonctionnaires au chômage. Que, comme disait Jésus, que ceux qui ont des oreilles entendent. Merci. Alors, pas mal de questions aussi sur... on entend parler, et vous en avez souvent parlé, de ces rites maçonniques. Est-ce que c'est un folklore ou est-ce que ça a vraiment un sens réel? Pardon, j'ai mal compris votre question. On entend souvent parler de rites maçonniques. Est-ce que oui, un rite. Voilà. Alors oui, il y a plusieurs rites. Bon, je ne les ai pas tous en tête, mais il y en a bien une bonne dizaine. Il n'est pas important de s'attacher à la différence entre les rites. Voilà. Parce qu'en fait, je vais citer de mémoire un certain Mazzini, un révolutionnaire italien qui était à la fois franc-maçon et sataniste, qui disait peu importe les différences de rites puisque le fond est le même. Alors je peux vous affirmer que effectivement, peu importe la différence entre les différentes obédiences, peu importe les différences entre les rites, pour donner un exemple par analogie, eh bien, les orthodoxes, les protestants, les catholiques sont tous des chrétiens. Et pourtant, leurs rites sont différents. Eh bien, la franc-maçonnerie est identique, enfin, en tout cas, sur le point de son organisation doctrinale. Il y a différents rites, mais la franc-maçonnerie est une. Elle provient d'un seul tronc, je dirais, qui s'est divisé en plusieurs branches. Et parmi ces branches, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les branches laïques et les branches déistes. Mais le fond est le même. Alors, le symbolisme maçonnique, le rite qui est exécuté n'est pas neutre. C'est une opération qui n'est pas, innocente. Le rite est agissant. Il comporte un aspect magique. C'est un des aspects du secret maçonnique que j'aborde très rapidement dans le livre. J'espère pouvoir le développer. Par exemple, lorsque se déroule la cérémonie de l'accession, enfin de l'élévation à la maîtrise, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, des symboles, des secrets qui sont mis en œuvre. Bien, l'un de ces symboles consiste pour le vénérable maître à donner, bien entendu symboliquement, il ne s'agit pas de blesser, symboliquement 3 coups de maillet sur le front du candidat à la maîtrise. Alors je cite, les 3 coups reçus par le maître portent sur des points d'impact bien précis. Le front, alors il y en a plusieurs, mais le front, il y a 3 coups de maillet sur le front. Le front, siège de l'intellect, de l'œil de la connaissance. Eh bien, ces 3 coups portés sur le front symboliquement sont destinés à ouvrir un chakra, le chakra dont un auteur franc-maçon très érudit nous explique qu'il s'agit, pour les yogis, du chakra ajna, c'est-à-dire le 3e œil. Et je cite également un auteur reconnu en franc-maçonnerie, ajna, entre les 2 sourcils, sa forme géométrique qui s'y rapporte et le cercle. En fait, lorsque les 3 coups sont donnés sur le front de celui qui devient maître, eh bien, la maîtrise lui a ouvert la connaissance. C'est la raison pour laquelle on peut comparer le grade de maître au grade de chevalier kadosh du 30e degré. Donc, le 3e et 30e degré sont très similaires dans le sens où ils conduisent le franc-maçon à devenir un dieu puisqu'il a la connaissance parfaite. Je vous rappelle simplement, en ai-je besoin d'ailleurs, la phrase mais juste pour mettre en relation avec le thème, la phrase de la Genèse, le Satan déguisé en serpent qui dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal.
Or, la franc-maçonnerie n'a pas d'autre objectif que celui-là. C'est aussi un des aspects du secret. Je cite enfin, pour terminer sur ce point, un grand maître d'une obédience maçonnique qui acquiesce à l'action magique de la franc-maçonnerie, dont je rappelle que cette action magique agit par l'alchimie, la numérologie, la rythmomancie, etc., hein, par l'occultisme. Eh bien, voilà ce que dit ce grand maître. Je cite, oui, mais magique dans le bon sens du terme. Pas forcément magie blanche, cela peut être de la noire, ça ne me dérange pas. Donc, effectivement, vous posiez la question en tout début d'interview de savoir s'il était dangereux d'entrer en franc-maçonnerie. Je vous répondais que c'est un danger pour le salut de l'âme. Je crois que là, on en fait la démonstration facilement. Merci. Une personne me demandait s'il y a des rites de sacrifice et de pédophilie en franc-maçonnerie. Je n'ai jamais connu de pédophile en franc-maçonnerie. Je ne pense pas que la franc-maçonnerie soit spécifiquement un endroit où on en trouve. Je crois que de ce que j'ai pu lire dans le domaine, la plupart des actes pédophiles ont lieu dans les familles, quelles que soient les croyances, quelle que soit la foi ou l'obédience ou l'engagement politique des gens. Une chose que l'on doit dire tout de même, c'est que il n'y a pas de morale en franc-maçonnerie. La morale divine qui définit le bien et le mal n'existe pas. Je vous fais une citation de mémoire. Je crois que c'est le sénateur Caillavet, oui c'est ça, le sénateur Caillavet qui était franc-maçon, qui est un de ceux qui militait depuis les années 76 pour la mise en place d'une loi sur l'euthanasie, qui disait, alors je paraphrase, il n'y a pas de morale définitive, la morale est contingente et elle change constamment. Il n'y a pas de morale absolue. Voilà. Donc, vous voyez bien que cette conception des choses s'oppose, on va dire, complètement à la morale divine qui définit le bien et le mal par rapport à un enseignement que Dieu révèle à l'homme. Donc, dès lors où le franc-maçon lui-même est appelé, et surtout à partir du grade de maître ou du 30e degré, à définir lui-même ce qu'est le bien et le mal, je ne dis pas que ça porte à la pédophilie, mais le grand maître que je vous citais tout à l'heure, là, qui parle d'aspect magique, hein, et qui confirme cet aspect magique, dit que finalement la morale est fluctuante et que dans certaines sociétés la pédophilie était admise. Alors après il s'empresse de dire je ne suis pas un partisan de la pédophilie, mais tout de même on voit bien que la morale pourra peut-être un jour, enfin c'est sous-entendu, le permettre. Mais encore une fois, je n'ai jamais vu de personnes pédophiles en franc-maçonnerie, et la franc-maçonnerie dans ses rituels n'appelle pas du tout à la pédophilie, ni même à d'autres choses. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté pour ce qui me concerne sur ce thème-là. Et est-ce que, donc on parlait aussi de rites de sacrifice. Est-ce que vous avez entendu parler de ce type de rite? Des rites de sacrifice? Les rites de sacrifice? Ah, de sacrifice, pardon. Non. Voilà. N'imaginons pas la franc-maçonnerie comme un lieu où se déroulent des pratiques purement et explicitement sataniques. La franc-maçonnerie est une porte ouverte vers Lucifer. Elle conditionne ses membres, ses adeptes, à devenir eux-mêmes leur propre Lucifer. Je ne le dis pas de moi-même, c'est dans un exemple que je tire d'un écrit maçonnique. Lucifer étant celui parmi les anges qui s'est découvert si beau, si proche de la beauté divine, qui s'est pris lui-même pour un dieu. D'où sa chute. Voilà à peu près, résumé très rapidement et à grands traits, en quoi le rapport de la franc-maçonnerie à l'aspect luciférien peut se comprendre. Oui, effectivement. En fait, si vous voulez, j'ai une citation que je paraphraserai d'un auteur espagnol qui était, puisqu'il est décédé, un des spécialistes de la franc-maçonnerie et qui a écrit un livre sur les aspects sataniques de la franc-maçonnerie. Il est plus vindicatif que je ne le suis, mais il est très juste dans ce qu'il dit. Il dit finalement, et je le rejoins parfaitement, Satan n'a pas besoin qu'on lui rende un culte. Il lui suffit de vous éloigner de Jésus-Christ.
Et c'est exactement ce que fait la franc-maçonnerie. Tout au long du parcours maçonnique, on voit que on passe par forcément une empreinte par le gnosticisme. On a une approche de plus en plus relativiste de la chose religieuse jusqu'à aller à l'apostasie. Ça, en ce qui me concerne, c'est une action satanique. Une personne me dit, toujours dans ses rites, j'ai entendu que les francs-maçons lisent l'Apocalypse de Saint Jean. Dans quelles circonstances? Alors, oui, c'est très particulier parce que, alors, ça dépend des obédiences, ça dépend des rituels, mais surtout des obédiences. Ce sont les obédiences déistes qui vont faire référence à l'évangile de Saint Jean et surtout au prologue. On va retrouver également dans les hauts grades d'obédiences qui se disent laïques des références bibliques, notamment à Saint Jean. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie considère que Saint Jean, alors elle considère, mais cette considération ne repose sur aucun écrit, sur aucune théologie, ce sont des supputations pures et simples. Mais elle considère que Jésus était le premier franc-maçon. Alors ça pourrait faire rire si ça n'était pas aussi blasphématoire et aussi grave. Alors je sais qu'actuellement il y a un débat sur la question du blasphème, donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut clouer au pilori les gens qui propagent la doctrine maçonnique dans ce sens, mais je dis simplement que c'est un blasphème. Voilà, dire que Jésus était le premier franc-maçon, c'est totalement inexact. Et que Jésus aurait initié Saint Jean, parce qu'il est vrai que l'évangile de Saint Jean est l'évangile peut-être qui comporte le plus de spiritualité, qui est le moins factuel. Et donc la franc-maçonnerie tire la conséquence de cette manière de témoigner qu'a eu Saint Jean, surtout après, quand il rédige l'Apocalypse, que finalement Saint Jean était un initié, qu'il parle par secret, il parle par un langage occulte, et donc on prend dans certaines circonstances l'évangile de Saint Jean. Mais c'est une imposture pure et simple parce que j'ai de nombreuses citations que je vous paraphrase où on dit mais finalement la Bible il faut la lire avec un œil maçonnique. C'est-à-dire que finalement il faut regarder la Bible à travers l'ésotérisme. C'est-à-dire comme si elle contenait un message caché, réservé simplement à des initiés. Je ne crois pas que les différents papes et que le Vatican aient été peuplés d'initiés voulant cacher le secret de Jésus à leurs fidèles. Bien au contraire, la thèse de Saint Jean et de l'évangile de Saint Jean en loge est facilement combattue parce que, tout simplement, seule l'Église est détentrice de la vérité révélée. Elle est la continuatrice de, selon les dires même de Jésus, de la parole de Dieu. Merci. Une personne me dit, il est important de préciser cet aspect luciférien. Êtes-vous en mesure de dévoiler ce qui se passe dans les 3 derniers degrés des hauts grades? Mais non seulement je le dévoile, mais je l'écris. Oui, je l'écris. Alors, ce serait trop long de le faire ici, mais vous savez, il y a une phrase en franc-maçonnerie au 12e degré où l'on dit « Serait-il dangereux qu'un profane vienne nous surprendre ?» Alors, je paraphrase là aussi, je n'ai pas le texte sous les yeux. Et dans le rituel, il est répondu « Non, parce que il ne suffit pas de nous entendre, il faut aussi nous comprendre. » Je crois que si je n'expliquais pas ce que sont les différents symboles et les différents rites maçonniques, on n'y comprendrait pas grand-chose. Il faut quelqu'un qui l'ait vécu pour pouvoir l'expliquer. Et bien sûr, je suis en mesure de le faire, mais ça serait trop long dans le cadre de cette émission. Je crois que je m'en explique largement dans les différents livres que j'ai publiés et dans mes conférences, bien entendu, où si une personne veut plus d'explications sur Facebook, je suis tout à fait disponible et je réponds à tout le monde. Merci. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez, alors j'ai beaucoup de personnes, je ne sais pas si ça va être trop personnel pour vous, mais est-ce que vous pouvez nous parler de votre conversion? Comment est-ce que vous êtes en fait revenu à la foi? C'est une question qu'on me pose régulièrement
Je vais essayer de faire de manière rapide parce que je viens d'écrire 180 pages sur le sujet. Donc je ne peux pas aujourd'hui vous phagocyter l'antenne comme ça. Bien, pour faire court, comme je l'ai dit tout à l'heure, je cherchais des réponses à des questions métaphysiques. Ce fut l'objet de mon entrée en franc-maçonnerie. Et je n'ai pas trouvé de réponse probante dans les rituels, dans l'enseignement ésotérique. Par exemple, Simon le magicien n'a pas pu faire les miracles qu'accomplissaient les apôtres. Hein, voilà. Donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et mais ça n'est pas suffisant parce que ça permet simplement de se dire bon, finalement, Dieu n'est pas en loge. Et puis je renonce finalement à vouloir y comprendre quelque chose de l'ordre du mysticisme. J'ai vécu tout d'abord un cheminement très long qui finalement m'a fait comprendre que oui, Dieu existait. Et peu à peu que Dieu n'était pas le grand architecte de l'univers, il y avait autre chose que je ne définissais pas. Et comme j'étais quelqu'un d'obstiné, enfin, peut-être pas par nature, mais parce que l'enseignement maçonnique est très prégnant, on finit par ne raisonner que par ésotérisme, qui est en fait une approche par analogie des secrets de la nature, de la vie, etc. Eh bien, on ne peut pas trouver Dieu en procédant ainsi. Eh bien, il a fallu que la Vierge Marie intercède pour moi et j'ai vécu un événement extrêmement troublant à Lourdes en priant le chapelet. Pour résumer, sans prendre trop de temps, je pense que c'est la Vierge Marie qui a demandé à l'Esprit Saint d'intervenir et à partir de là, je peux prononcer les quelques mots « j'ai cru ». Voilà. En fait, mon retour à la foi était un mélange de réflexion raisonnable et surtout une expérience personnelle. J'insiste sur le point de l'expérience parce que je pense que sans l'expérience, j'en serais resté à une croyance, non pas une foi, dans un être supérieur, peut-être le grand architecte. Il a fallu que j'aie cette expérience pour comprendre que le Dieu dans lequel nous croyons est un Dieu personnel qui nous aime. Il est trine, il est Père, Fils et Esprit Saint, et qu'il est venu sur terre se révéler pour nous sauver. Mais comment est-ce que vous en êtes retrouvé finalement à prier le chapelet à Lourdes? Parce que vous étiez vous-même catholique au moins de... Oui, alors ce chapelet a une longue histoire. J'ai fait ma communion, alors je l'ai faite parce qu'on allait me donner des cadeaux. Je l'avoue aujourd'hui sans honte. Donc j'ai accepté, puis c'était la tradition. Ma famille était une famille catholique, mais elle ne pratiquait pas. C'est la raison pour laquelle j'étais loin de la foi et je m'en suis éloigné de plus en plus. Et donc je fais ma communion et mes parents avaient une amie qui était très croyante et très pratiquante. Et elle m'a offert ce jour-là un chapelet qui a été fabriqué par les sœurs carmélites du Carmel d'Avila. Et c'est un chapelet assez extraordinaire puisqu'il est fabriqué en pétales de rose compressés, et donc il a une odeur perpétuelle qui rappelle la Vierge Marie. Mais bien entendu, je n'ai porté aucune attention à ce chapelet. Il est resté dans sa boîte pendant pratiquement un quart de siècle. J'ai même essayé de m'en débarrasser. Je l'ai donné à mon fils qui est pilote de ligne. Alors, c'est supposé lui porter bonheur et faire en sorte que l'avion ne s'écrase pas. Et donc, un jour, il me l'a rendu en me disant, mais moi, je n'ai pas la foi, je ne crois pas. Voilà. Donc, ce chapelet, il m'a suivi partout. Je dirais presque à mon corps défendant. Je ne m'en suis jamais occupé. Il était toujours chez moi. Et un jour, par hasard, alors je mets d'énormes guillemets au terme hasard, je suis dans ma voiture dans un embouteillage et donc j'allume une radio, je fais une recherche automatique et je tombe sur RCF Pays d'Aude. J'ignorais complètement qu'il exista une radio catholique. Et là, il était 15h30 passé et évidemment retransmission du chapelet de Lourdes en direct. Et j'entends, pour la première fois de ma vie, j'avais, je crois, dans les 57, 58 ans, quelque chose comme ça. Pour la première fois, j'entends le chapelet de Lourdes. Cette prière m'a transpercé le cœur.
au sens littéral, véritablement. Et ce jour-là, je me suis dit, voilà, c'est un petit peu comme si quelqu'un est né avec une surdité congénitale, que par une opération chirurgicale, on lui donne à entendre des sons, et que juste après l'opération, on lui fait écouter le Requiem de Mozart. La beauté parmi les beautés. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai ressenti en écoutant le chapelet pour la première fois de ma vie. Et dès lors, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne cette prière, et que surtout que j'aille la prier à Lourdes. Et c'est en allant à Lourdes la prier qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc, vous savez, à Lourdes, il n'y a pas que des miracles physiologiques, il y a des miracles spirituels également, et bien peut-être tout aussi nombreux. Merci. Est-ce que, une personne me demande, est-ce que vous avez reçu une prière de délivrance ou un exorcisme? Est-ce qu'il faut le faire quand on a été franc-maçon? Alors, non seulement je l'ai reçu, mais il faut le faire. Il faut absolument le faire parce que je décris dans mon livre le demi-millier de serments que j'ai dû prononcer, peut-être même plus, d'engagement. Et quand je disais tout à l'heure qu'on passe de l'engagement au serment, du serment à l'alliance et de l'alliance au pacte, c'est une réalité. Donc j'étais lié par un pacte, c'est-à-dire un engagement unilatéral qui finalement m'agrège à la société maçonnique. D'ailleurs, lorsque vous êtes initié, je précise que j'explique dans mes conférences et dans un de mes livres, je crois, que l'initiation maçonnique, j'explique pourquoi d'ailleurs, l'initiation maçonnique est un rejet du baptême catholique. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, j'étais dans cette situation et j'ai d'abord vécu avec un prêtre qui m'a aidé à quitter la franc-maçonnerie. J'ai vécu ce qu'on appelle un exorcisme privé, c'est-à-dire c'est un prêtre, en fait une prière de délivrance plutôt. Et ensuite, je connaissais quand même quelques difficultés parce que le démon ne vous lâche pas comme ça. Pardon. Et donc, je suis allé voir un prêtre exorciste de mes connaissances qui a procédé à un petit exorcisme. Et j'insiste là-dessus, il faut absolument rejeter tous les engagements et tous les pactes que l'on a pu sceller en franc-maçonnerie. Je disais, en parlant d'initiation, mais j'ai changé de thème, l'initiation est un rejet du baptême catholique, mais en plus de ça, lorsque vous êtes initié, on vous fait rentrer dans ce qu'on appelle la chaîne d'union et vous devenez, selon la terminologie maçonnique, un maillon solide de la chaîne. C'est-à-dire que je peux vous garantir que quand vous êtes, alors je montre le geste dans le livre, vous vous sentez complètement prisonnier, ça n'est pas une vue d'esprit, vous êtes pris intellectuellement, spirituellement dans cet engrenage qui finalement va faire de vous un maçon de plus en plus illuminé, non pas au sens de la folie, mais au sens de celui qui reçoit la lumière luciférienne. Merci. Alors maintenant, j'ai beaucoup de questions en fait sur alors les rapports de la franc-maçonnerie avec notre monde actuel. Dans un premier temps, je vais revenir à l'origine. Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer d'où vient le nom franc-maçon, franc-maçonnerie? J'ai une personne qui me demande aussi, est-ce qu'ils ont un rôle dans la Révolution française? Alors là aussi, vaste sujet, mais… Oui, alors il est difficile d'expliquer d'où vient le nom franc-maçon parce que tout simplement, j'explique dans le livre qu'il n'y a pas le secret d'une histoire, mais l'histoire d'un secret. Voilà. Et l'histoire d'un secret, on ne peut pas la donner puisque cette histoire n'est pas, aujourd'hui récoltée en quelque sorte, et que la franc-maçonnerie elle-même couvre cette histoire d'une grande nébulosité. Donc, le terme de franc-maçon est donné, enfin, on donne au terme de franc-maçon une explication selon l'histoire à laquelle on se réfère. Ce que j'ai entendu le plus souvent dire, c'est par référence au constructeur de cathédrales. Je précise que c'est une référence complètement erronée, mais c'est encore une mythologie de la franc-maçonnerie. Eh bien, les constructeurs des cathédrales auraient été prétendument les premiers francs-maçons et auraient été autorisés par l'Église à se déplacer au fur et à mesure que des chantiers naissaient
pour construire des édifices religieux et ils auraient été donc dispensés d'octroi, de taxes, etc. Et c'est la raison pour laquelle on les appelait francs. Bon, il n'y a pas d'explication probante. Et j'insiste sur le fait que les constructeurs de cathédrales ne sont absolument pas à l'origine, c'est démontré historiquement, à l'origine de la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons aujourd'hui. La deuxième question, pourriez-vous me la répéter, s'il vous plaît? Alors, attendez, parce que moi aussi je me perds. Oui, les francs-maçons ont-ils un rôle reconnu dans la Révolution française? Ah, oui. Bien, en tout cas, ils le revendiquent. Ils le revendiquent et c'est vrai que j'ai lu un certain nombre d'écrits. C'est pas du tout le thème que je travaille, mais il est vrai que ils revendiquent eux-mêmes, donc je ne vais pas les contredire, avoir joué un rôle. Et il y a de nombreux livres qui sont écrits par des gens bien plus spécialistes que moi. Moi, je ne suis pas du tout historien, qui confirment qu'effectivement, la franc-maçonnerie a joué un rôle. Oui, il y a notamment Philippe Pichot-Bravard, qui est un historien du droit, un universitaire, qui a écrit un livre sur le sujet, il me semble. Oui, alors il y a de nombreux livres d'historiens qui le démontrent. Moi, je vous avoue que je n'ai pas vraiment travaillé ce thème, mais je constate par contre que la franc-maçonnerie est relativement, enfin pour ce qui est des loges laïques, extrêmement anticléricale, et que pendant la Révolution, l'Église a beaucoup souffert. C'est la Révolution française est une lutte entre, me semble-t-il, la franc-maçonnerie et l'Église. Et on voit cette lutte se perpétuer également au XIXe siècle. Donc, il y a certainement un lien. Merci. Alors juste maintenant, si on en vient en fait au jour d'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de questions sur est-ce que finalement toute notre société n'est-elle pas contaminée dans sa mentalité en fait, avec par la franc-maçonnerie, dans sa manière de penser, dans par exemple tout ce qui est le relativisme. Et puis que penser aussi est-ce que la franc-maçonnerie a un lien avec cette crise du Covid? Ou en tout cas avec la manière dont elle est gérée, avec les privations de liberté, enfin telles qu'elles peuvent être ressenties. Alors, je commencerai par la dernière question. Je n'ai pas d'éléments d'éléments probants sur la crise du Covid. Encore une fois, moi, je témoigne de ce que j'ai vu et compris et entendu. Et bien entendu, avant de témoigner, je confirme mes souvenirs par des textes maçonniques. Je n'ai donc aucun élément concernant la crise du Covid. Ce que j'observe, en revanche, c'est que il me semble que sur le plan mondial, et en tout cas en France, cette crise aboutit à une sorte de chaos. Il y a une théorie en franc-maçonnerie, une théorie qui, encore une fois, ne dit pas son nom, parce qu'il faut savoir lire entre les lignes. Eh bien, elle se résume par une maxime qu'on va trouver sur ce qu'on appelle les tableaux de loge, et on va trouver ça également sur les documents qui signent l'affiliation, je n'ai plus le terme en tête, qui signent l'affiliation d'une loge à une obédience. Cette phrase est une phrase latine, ordo ab chaos, c'est-à-dire l'ordre à partir du chaos. Et je rapprocherai cela également de certains écrits maçonniques qui, je crois que j'en parle également dans ce livre, si ce n'est pas celui-là, c'est un autre. La franc-maçonnerie considère que le mal est utile à l'homme et qu'à partir du mal, on peut créer en fait quelque chose de meilleur. C'est-à-dire qu'il faut une révolution pour engendrer un monde meilleur. Voilà. Donc, nous considérons en tant que catholiques que le mal est une calamité, même si Dieu utilise le mal pour qu'il concourt au salut de l'homme, ça n'est pas du tout le même concept. La franc-maçonnerie considère que il faut détruire pour créer. Alors c'est une doctrine purement alchimique, et je rappelle que la franc-maçonnerie est extrêmement imbibée par l'alchimie. Donc il ne serait pas étonnant que l'on utilise, ou peut-être que l'on ait fabriqué, je n'en sais absolument rien, c'est une hypothèse pure et simple, cette crise du Covid pour créer un chaos qui permettrait d'aboutir finalement
à faire une omelette en cassant des œufs pour utiliser un langage trivial. Du coup, j'ai aussi une question que peut-être on vous a déjà posée. Déjà, est-ce que vous avez eu des relations avec la franc-maçonnerie internationale? Et quel lien est-ce qu'on peut mettre en place avec un gouvernement mondial qui serait voulu par certains? Et j'en profite pour poser la question aussi du complot judéo-maçonnique. Est-ce qu'il y a un lien entre la franc-maçonnerie et le judaïsme? Alors, je commence par la dernière question. Moi, je souhaite battre en brèche la théorie du complot judéo-maçonnique. Je n'ai aucune preuve d'un tel complot. Il y a certes des instances supérieures comme la loge Bretnay Brett ou les Bilderberg qui semblent avoir des accointances avec le sionisme. Très honnêtement, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une influence maçonnique juive à la manœuvre pour modifier l'ordre mondial. Je n'ai aucun élément pour affirmer cela. En revanche, il est vrai que parmi les sources, les fondements des divers rituels maçonniques, on va trouver diverses sources ésotériques, par exemple, comme je l'ai dit, l'alchimie, la numérologie, l'astrologie et la kabbale juive. Or, il faut quand même savoir que la kabbale juive est très mal vécue par les croyants juifs eux-mêmes. Donc, c'est un peu les gens qui pratiquent la kabbale juive, me semble-t-il, je ne suis pas un expert, et je parle donc sous le couvert éventuel de quelqu'un qui pourrait me contredire et que j'accepterai très aisément cette contradiction. Il me semble que les gens qui pratiquent la kabbale juive sont très mal vus par les pratiquants de la religion juive, en ce qu'ils seraient les gnostiques que nous avons, nous, dans la religion chrétienne. Voilà. D'accord. Très bien. Est-ce que, alors une personne qui me demande en fait, est-ce qu'il y a un âge pour rentrer en franc-maçonnerie dans la famille? Les enfants sont-ils obligés d'en faire partie à la mort des parents? Alors non, il n'y a pas d'obligation. Personne n'est contraint d'adhérer à la franc-maçonnerie. En revanche, pour l'âge, il y a encore une fois, comme toujours en franc-maçonnerie, ce qui est écrit et ce qui est réel. Et les deux ne se court-circuitent pas, bien entendu. Ce qui est écrit, c'est qu'on peut être franc-maçon à partir de l'âge de 18 ans. Ça n'arrive jamais, je n'en ai jamais vu, sauf un cas en 24 ans. D'une personne qui m'a dit être entrée en franc-maçonnerie à 20 ans, je crois, quelque chose approximativement à cet âge-là. En fait, la franc-maçonnerie cherche des candidats qui ont un profil bien particulier. Je vous le décris. Être âgé de 35 à 40 ans, disons entre 35 et 45 ans, c'est-à-dire à la maturité de son âge, avoir déjà une situation professionnelle et avoir un peu réfléchi sur le sens de la vie. Alors, quand je parle de situation professionnelle, je dirais que je n'ai que très rarement, sinon jamais, rencontré un plombier zingueur en franc-maçonnerie ou un ouvrier maçon, hein, au sens, on va dire, opératif du terme. Voilà, on m'a transmis d'ailleurs la liste des membres d'une loge et j'ai retrouvé d'ailleurs dans cette liste ce que j'ai connu tout au long de mon parcours. Et bien dans cette liste, alors c'est une loge de l'obédience grande loge de France, hein, et au droit humain j'ai rencontré à peu près la même chose avec un pourcentage plus important d'enseignants. Ah oui, ça me ramène à votre question précédente. J'y viendrai après sur les enseignements et le relativisme. Eh bien, j'ai noté que 80 à 85% des francs-maçons de cette loge qui est située à Lyon sont des gens de profession libérale, cadre supérieur, voire officier supérieur de l'armée et de la gendarmerie. Voilà. Donc, c'est relativement élitiste. Je reviens, si vous le permettez, à la question du relativisme dans la société, notre société étant imbibée par les idéaux maçonniques, je répondrai oui, parce que j'ai des textes qui sans aller chercher bien loin,
l'encyclique Humanum Genus de Léon XIII, du pape Léon XIII, nous précise bien que les francs-maçons se servent de l'enseignement pour divulguer les idéaux maçonniques. Je confirme le nombre très important d'enseignants dans les loges, et j'ai été témoin du message qu'ils essayent de faire passer auprès des personnes, enfin des jeunes et des enfants. D'accord. Très rassurant, n'est-ce pas? Alors, donc pour ceux qui ont des enfants en tout cas, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur cette question de guerre que la franc-maçonnerie ferait à l'Église? J'ai notamment eu une question du est-ce que la franc-maçonnerie est à l'origine du déclin de l'Église catholique depuis les années 60? Alors, depuis les années 60, non, je ne crois pas. Si c'est le cas, l'influence est indirecte, me semble-t-il. Il doit y avoir, parmi les personnes qui sont au sein du clergé, des personnes qui ne sont absolument pas membres de la franc-maçonnerie, mais qui ont été imprégnés de cette culture relativiste que l'on voit aujourd'hui se développer dans l'enseignement public et même privé d'ailleurs. Je peux en témoigner puisque ma fille a fait sa scolarité depuis l'école primaire jusqu'au bac dans l'enseignement catholique privé sous contrat, et j'ai retrouvé les mêmes problématiques développées par la même catégorie d'enseignants. Pardon, c'est-à-dire des enseignants francs-maçons, j'en connais, qui œuvrent également dans les lycées catholiques sous contrat, ou qui, s'ils ne sont pas francs-maçons, sont complètement maçonnico-compatibles. Donc, la décadence de l'Église, je ne sais pas s'il y a une décadence, mais en tout cas, s'il y en a une, en tout cas, elle est certainement indirecte. En tout cas, elle trouve des origines indirectes. La guerre que la franc-maçonnerie mène à l'Église, elle est relativement simple. Hein, c'est que, en fait, ce sont deux chemins qui sont complètement opposés et qui sont très bien caractérisés par saint Augustin, je dirais par anticipation, par prophétie. Eh bien, l'Église, c'est concourir à la cité de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, dans l'obéissance. Et la franc-maçonnerie, c'est concourir à l'orgueil de soi-même jusqu'au mépris de Dieu, dans la désobéissance totale. Voilà. Donc, lorsqu'on pose ces deux critères, on ne peut pas s'étonner que la franc-maçonnerie soit en guerre contre l'Église. Je précise que ça n'est pas l'Église qui a fait la guerre à la franc-maçonnerie, c'est plutôt le contraire. Et ça n'est qu'en voyant ce qui se passait dans les loges et ce qui se passait également dans le monde profane, comme le disent les francs-maçons, que l'Église a condamné la double appartenance catholique et maçonnique. Merci. Alors, une personne me dit, c'est vrai que on approche de la fin, donc c'est pas mal comme question. Puisque la franc-maçonnerie est si puissante et haut placée, est-ce qu'il y a quand même un moyen de la combattre et de l'anéantir? Voilà, ou est-ce qu'il n'y a pas d'espoir en fait? Est-ce qu'on est trop infiltré? Une personne me dit aussi, est-ce que dans 50 ans il y aura moins de francs-maçons? Est-ce qu'ils sont en déclin? Eh bien, écoutez, déjà, il faut diffuser le type de message que j'essaie de diffuser. Donc, moi, j'engage régulièrement les gens qui font partie du public de mes conférences à expliquer aux autres ce qu'est la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie se reproduit, entre guillemets, uniquement parce qu'elle garde le secret. Le secret est un des éléments qui attire les gens vers la franc-maçonnerie. La curiosité, c'est dans le rituel, je ne l'invente pas, je le décris d'ailleurs dans le livre. Comment lutter contre la franc-maçonnerie? Eh bien, écoutez, moi je crois à deux choses. La première, c'est que si la franc-maçonnerie est si puissante, c'est notre faute, à tous. C'est
C'est l'insuffisance de notre foi qui est la cause du triomphe de la franc-maçonnerie aujourd'hui. Souvenons-nous de l'épisode de Jésus endormi dans la barque. Que dit Jésus? Tout le monde est affolé. Il y a une tempête. Et Jésus dit, homme de peu de foi. Et c'est là que la tempête se calme. Et nous, si nous avions un peu plus la foi, nous soulèverions des montagnes. Et la franc-maçonnerie n'est pas une montagne. C'est juste une organisation secrète qui agit également sur le plan politique, de manière déguisée, de manière, à transcender les partis classiques, de gauche comme de droite. Donc, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que moi, je combats la franc-maçonnerie en priant. Bien sûr, je fais des conférences, bien sûr, j'écris, mais c'est pas ça le plus important. Le destin de l'humanité est entre les mains du Seigneur. Donc, nous-mêmes, nous ne pourrons pas changer grand-chose. Eh bien, il faut prier. Et je vous avoue que je prie régulièrement pour la conversion des francs-maçons. Et j'ai eu la surprise d'avoir des francs-maçons qui m'ont contacté sur Facebook et qui m'ont dit que, ayant lu ou entendu mes conférences, eh bien, ils ont quitté la franc-maçonnerie. Il y en a même un qui m'a dit j'ai quitté la franc-maçonnerie alors qu'il était dans une obédience déiste à la Grande Loge nationale française parce que je suis devenu catholique et il m'a même demandé d'être son parrain, ce que j'ai accepté. Donc prions à la fois pour la conversion des francs-maçons et pour la France. La prière est l'arme suprême. Vous savez, c'est Saint Paul qui nous le dit, il faut se revêtir de l'armure, du casque et du bouclier. Merci. Peut-être une dernière question qui reflète un dilemme finalement qu'une jeune femme nous soumet. Que dire à un ami qui est engagé en politique et qui veut faire sa carrière dans l'administration et qui explique que c'est un véritable propulseur pour sa future carrière et que notamment ce sont des alliés contre l'islam? Je ne sais pas si ce sont des alliés contre l'islam. Je n'ai pas étudié la question. Certains pensent que non, d'autres disent qu'effectivement, comme ils sont dans une sorte de laïcité laïcarde, notamment pour les obédiences qui se disent laïques, eh bien ils luttent contre l'islam rigoriste. Bon, moi je n'ai pas d'opinion particulière parce que je n'ai pas étudié le sujet. En revanche, que dire à cet homme-là? Effectivement, j'ai des chiffres qui sont établis sur des données fiables. 35% de nos parlementaires sont francs-maçons, avec une majorité à l'Assemblée nationale. Je vous cite par exemple un ancien président de Fraternelle parlementaire. La Fraternelle parlementaire est un groupement de francs-maçons de toutes obédiences qui sont élus. Voilà ce que dit cet ancien président, qui est un élu parlementaire d'un parti de droite. Si j'arrive à jouer mon rôle de président, des parlementaires de droite comme de gauche voteront ensemble sur des sujets de société. Donc, effectivement, si la personne en question veut un accélérateur de carrière, la franc-maçonnerie lui servira certainement. Qu'il se méfie tout de même des contreparties qu'on lui demandera. Je vais vous faire un aveu. J'étais haut fonctionnaire, comme vous l'avez dit, et donc j'avais énormément d'amis et de sollicitations maçonniques. Du jour où je suis tombé en disgrâce, parce que j'ai dénoncé ce qu'on appelle des malversations politico-maçonniques, et donc forcément je suis tombé en disgrâce. Vous connaissez la chanson de Guy Béard, celui qui dit la vérité sera exécuté, donc c'est un peu ce qui m'est arrivé. Eh bien, du jour où j'ai perdu mon emploi, mes prérogatives, mon prestige social, eh bien, tous les gens en franc-maçonnerie m'ont tourné le dos. Donc, vous êtes apprécié quand vous rendez des services parce que on vous aide, bien entendu, mais on peut vous demander d'embaucher tel ou tel fils, tel ou tel cousin, tel ou tel parent, d'un frère, d'une sœur, d'une obédience. Et je suis tombé sur un texte dernièrement du grand maître que je vous ai cité d'ailleurs tout à l'heure, qui dit « À compétence égale,
je donne la priorité à un franc-maçon. Mais il faut poser le problème en d'autres termes à ce monsieur qui cherche un propulseur, comme vous dites. Préfère-t-il gagner sa vie terrestre ou gagner son salut pour l'éternité? Voilà, je crois que c'est la bonne question. Je crois que c'est Saint Paul qui nous dit, ou un évangéliste, je n'ai plus ça en tête, pardonnez-moi, mais ne vous préoccupez pas des choses matérielles. Ce qui est important, c'est ce qui est en haut. Donc, la réussite professionnelle, on vit très bien quand on est pauvre et qu'on regarde le lever de soleil en regardant la création de Dieu, vous savez. On n'a pas besoin de devenir ministre ou chef de cabinet d'un élu haut placé. Oui, et puis vous avez beaucoup parlé quand même du danger spirituel aussi. Peut-être que sa vie pourrait être très polluée par des influences néfastes. Mais ça, c'est vrai que ça dépend beaucoup de la personne. Elle peut être ou non réceptive à ce type d'argumentaire. Je peux vous dire que j'en ai connu, j'en ai vécu. Avec des personnes qui peuvent témoigner. Et j'ai eu quand même plusieurs fois la question, est-ce que vous pensez que M. Macron est franc-maçon? Enfin, moi, je n'ai pas de preuves, sauf que il semble l'être. Il y a deux personnes qui me paraissent dignes de foi quand même, qui affirment que M. Macron appartient à une loge élitiste, encore plus élitiste que les autres, parce que il y a certaines loges dans lesquelles moi-même je n'aurais pas pu rentrer à l'époque, qui sont des loges politiques où seules des personnes adéquates sont admises. Je crois que cette loge s'appellerait, d'après ce que j'ai lu, Aletheia. C'est une loge suisse, je crois. C'est un grand maître d'une obédience dissidente du Grand Orient en Italie qui l'affirme, et lui-même fait partie de loges de très haut grade. Il y a également Serge Moati, qui, je pense, est un ancien franc-maçon qui a été, comme je l'ai été d'ailleurs, sincère. Je pense que Serge Moati est un journaliste sérieux et crédible, et il décrypte complètement l'intervention du président Macron lors du premier jour de son élection devant la pyramide du Louvre comme un parcours initiatique. Le président Macron a utilisé également une terminologie parfois maçonnique. Donc tout ça, ce sont des signes. Alors bien sûr, je n'ai pas la preuve, bien que j'ai rencontré en loge des ministres et des préfets, mais je n'y ai jamais croisé de président de la République. Certains en sont, certains n'en sont pas. Aux États-Unis, ils le sont tous, c'est une tradition. Il semblerait que M. Macron soit franc-maçon. Merci. Merci vraiment pour tout ce que vous avez pu nous apporter. Alors, plusieurs choses. Oui, ce webinaire est bien enregistré. Normalement, tous ceux qui étaient inscrits vont bien le recevoir par mail dans les prochains jours, peut-être même demain, voilà, à voir avec le support technique. Deuxième chose, nous avons beaucoup parlé, en tout cas vous avez beaucoup évoqué des livres. Moi, je vous parle plutôt de celui-ci, voilà, le dernier que vous avez écrit, donc Secret maçonnique ou Vérité catholique. Un certain nombre de thèmes que vous avez abordés, ils sont beaucoup plus développés, hein, notamment en ce qui concerne les serments, le secret, l'aspect ésotérique. Je vois notamment tout un chapitre sur le pouvoir magique du rituel maçonnique avec la chaîne d'union, l'ouverture des chakras. Voilà, tout ça, ça peut être en fait intéressant de l'avoir sous les yeux pour ensuite discuter avec vos amis sur des bases écrites, concrètes, documentées. Voilà, alors en cette période vous pouvez bien sûr le commander directement sur le site de l'éditeur, mais vous pouvez aussi faire preuve de solidarité, n'est-ce pas, envers nos libraires. Il me semble que tous les frais de port sont gratuits. Vous devez pouvoir, pour ceux qui ont accès à des libraires, en tout cas dans les villes, aller les chercher simplement en les commandant, et les frais de port du coup seront gratuits. Donc n'hésitez pas à soutenir nos libraires vraiment, ou tout simplement à le commander sur le site des éditions Artege. Je vais vous mettre le lien en commentaire.
voilà, puisque aussi, comme vous le disiez, on vit très bien avec peu de choses, mais c'est aussi tout travail mérite salaire, et il me semble important que que nos auteurs aujourd'hui reçoivent une juste rémunération, et donc on puisse acquérir leur savoir et leurs livres. Voilà. Deuxième chose, eh bien, donc comme je l'ai dit au début, c'était le premier jeudi d'Artege, et donc nous en avons plusieurs jusqu'à mi-décembre. Vous aurez donc la semaine prochaine, le docteur Patrick Tellier, qui est médecin responsable qui est ancien responsable du bureau des constatations médicales à Lourdes, sur les expériences de mort imminente. Voilà, vaste sujet. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, Serge, je ne sais pas. Et puis vous avez. J'ai l'un de ses livres. Ah d'accord. Oui. Voilà, donc. Très intéressant sur les miracles, je crois. Et je crois que j'ai celui sur la mort imminente. Oui. Voilà, sur les expériences de mort imminente. C'est un écrivain et un conférencier certainement très intéressant. Oui, passionnant, vraiment. Ensuite, nous aurons donc le 19 novembre, donc dans 2 semaines, l'abbé Grosjean qui va nous parler de donner sa vie. Donc là, n'hésitez pas à inviter tous ceux qui sont dans votre entourage en discernement, les jeunes, les ados même. Il est totalement accessible aux adolescents, l'abbé Grosjean. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a vraiment un parler qui est totalement qui parle au cœur et qui parle aux jeunes. Voilà. Ensuite, ce sera l'abbé Pierre Amar le 26 novembre, hors service, donc face à la maladie et à la souffrance. Et ensuite, le 3 décembre, le père Jean-Christophe Thibault. On a beaucoup parlé des phénomènes diaboliques. Et ben là, ce sera un spécialiste du sujet. Le père Jean-Christophe Thibault viendra nous parler des phénomènes diaboliques, comment les discerner et quel chemin de délivrance. Et enfin, là, je pense que tout le monde le connaît, le père Michel-Marie Zanotti-Sorkin, pour une révolution spirituelle le 10 décembre. Le chrétien face à une crise, à la crise de l'Église, on l'a un petit peu évoqué. Eh bien, voilà, ce sera le dernier, en tout cas, de l'année, le père Michel-Marie Zanotti-Sorkin. Alors, je vais en fait vous mettre là sur le chat les liens à la fois pour les webinaires et pour le livre. Donc voilà, je vous ai mis le lien pour les webinaires, ils sont tous listés là-dessus, et puis le lien pour le livre. En tout cas, voilà, si vous souhaitez le commander directement chez Artege, alors oui, Artege peut envoyer à l'étranger. J'ai une personne qui me demandait, qui nous écoute des États-Unis, et qui me demandait si on pouvait l'envoyer aux US. Tout à fait, on peut l'envoyer aux US. Donc voilà, et puis n'oublions pas, Serge, vous disiez que vous étiez aussi disponible pour répondre par Facebook, c'est ça? Tout à fait. J'ai énormément de conversations. Je passe beaucoup de temps d'ailleurs à répondre à des tas de personnes qui m'interrogent la plupart du temps sur la franc-maçonnerie. D'accord. Parce que j'ai effectivement et je précise, comme j'ai dit tout à l'heure, que je réponds à tout le monde. Voilà, parce qu'il y avait un doctorant qui avait posé pas mal de questions que je n'ai pas pu retranscrire toutes. Donc, je lui ai donné mon mail en lui disant que je vous transférerais, mais voilà, il peut aussi… je suis à leur disposition. Voilà, il faut faire progresser la recherche universitaire aussi. Voilà. Donc, merci, et puis une bonne soirée à chacun. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Voilà, et puis à bientôt. Merci Serge. Merci à vous de m'avoir invité. Merci également à tous ceux qui ont bien voulu se connecter. Et que Dieu vous bénisse. Merci.